bienvenue. Donc moi, je m'appelle Florence Magyar. Je suis chargée de communication donc chez La Belle Vie et aujourd'hui, je suis heureuse d'animer ce webinaire en présence de deux intervenantes. Donc Nathalie Desailly, qui est conseillère thématique petite enfance au service action sociale de la CAF du 62, et Isabelle Lambert, qui est responsable territoriale chez La Belle Vie. Et donc je vais donner tout de suite la parole à Madame Desailly pour introduire. Merci. Donc bonjour à tous. Merci de vous être mobilisés sur ce webinaire. La CAF, elle a souhaité donc effectivement donner la possibilité à l'association de présenter cette démarche, étant donné qu'elle s'inscrit en complémentarité donc des actions qu'on peut vous proposer à l'heure actuelle. Les directeurs et professionnels des crèches PSU de notre département peuvent depuis quelques années disposer en tout cas d'un certain nombre d'actions dans l'accompagnement de leurs pratiques et notamment le travail porté par l'association Colline-ACEP sur notre département. Vous êtes accompagnés à la mise en place des 10 principes nationaux d'accueil du jeune enfant. Prochainement, vous allez avoir pour un certain nombre de vous un colloque sur notamment la nature. Pour nous, c'était effectivement le bon moment de vous présenter cette démarche qui nous a été présentée il y a quelques mois, puisque je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont réfléchi à l'évolution de leur pratique. Voilà, cette démarche, c'est un moyen complémentaire que vous pouvez mobiliser et tout à l'heure, j'évoquerai la possibilité d'être soutenu financièrement. Je ne vais pas aller plus loin dans ces propos. Je vais laisser tout de suite la parole à Madame Lambert qui va effectivement vous présenter et Madame Lambert et Madame Grassard que je remercie pour l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup. Je reprends la main. Et donc, avant de commencer, donc on sera ensemble jusqu'à 15 heures. Et puis, quelques petites règles. Voilà, n'hésitez pas à allumer vos caméras pour qu'on voit un petit peu vos têtes et vos visages. Vous pouvez garder votre micro éteint. Voilà, on se permettra de faire un petit clic pour éteindre votre micro pour pas qu'il y ait d'interférence et que le webinaire se passe bien à ce niveau. N'hésitez pas tout au long de ce webinaire de poser vos questions dans le chat. Voilà, il y aura un temps de questions-réponses dédié à ça à la fin du webinaire. Donc on aura 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc tout au long de ce temps, surtout n'hésitez pas à utiliser ce chat. Et puis, bien évidemment, voilà, on compte sur vous pour avoir une bonne écoute et de la bienveillance pour que ce webinaire se passe dans des bonnes conditions. Et donc, je vais donner la parole maintenant. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Isabelle Lambert de l'association La Belle Vie. Alors, aujourd'hui, sur ce webinaire, on va vous parler de l'amélioration de la qualité de l'accueil et de comment cette démarche qualité La Belle Vie peut contribuer à renforcer la motivation des équipes dans les lieux qui accueillent des très jeunes enfants. Donc, vous voyez ici affiché l'ordre du jour. Je vais rappeler quelques enjeux environnementaux actuels et puis le contexte actuel justement de ces enjeux. On va également soulever la question des leviers d'action. Quels sont les leviers que vous pouvez actionner pour avoir une gestion plus écologique, plus durable? On va parler des impacts de cette démarche qualité, de comment on peut passer à l'action. Et là, je rentrerai un peu plus dans le détail de l'accompagnement La Belle Vie et des outils. On fera un petit zoom sur le réseau La Belle Vie, comment il s'articule, où est-ce qu'on trouve les établissements engagés. Et puis pour terminer, on aura un temps sur comment on monte un projet de qualité environnementale et notamment sur quelles aides financières vous pouvez vous appuyer. Alors, commençons par le contexte et les enjeux. Vous avez certainement entendu parler du GIEC. Le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il est ouvert à tous les pays membres de l'ONU. Il regroupe 195 États et donc le GIEC travaille sur l'évolution du climat et remet régulièrement des rapports sur l'évolution de cela.
Le dernier rapport qui est sorti a vraiment souligné le fait que les activités humaines, nos activités humaines, mènent à un déséquilibre des processus donc biologiques, physiques et chimiques, donc un déséquilibre de ces processus de façon brutale et irréversible. Et donc, les effets que ça occasionne, on les voit sur le changement climatique. Et vous avez très certainement été témoin, notamment dans ces derniers mois, y compris sur vos territoires, des précipitations très importantes. Il peut y avoir aussi une érosion de la biodiversité, un changement d'usage des sols ou un impact aussi sur le cycle de l'eau douce. Donc ça, c'est quelques-uns des effets donc de nos activités humaines. La bonne nouvelle, c'est que le rapport souligne aussi qu'on peut mettre en place des mesures qui permettent de s'adapter, voire d'atténuer les effets du réchauffement climatique. Et donc, à l'heure actuelle, c'est vraiment devenu une évidence que de mettre en place ces mesures d'adaptation. Alors, pourquoi on a créé, nous, à l'échelle de la Belle Vie, une démarche de qualité au niveau de la petite enfance et de l'enfance? Bon, d'abord, concerner ce domaine-là, ça veut dire concerner et sensibiliser 600 000 professionnels de la petite enfance, mais aussi les familles des enfants qui sont accueillis dans les lieux, et puis les partenaires des structures. Donc, il y a vraiment un intérêt à engager sur ces questions, à concerner sur ces questions un large écosystème de parties prenantes. Le deuxième sujet et la deuxième raison d'être en fait de la démarche La Belle Vie, c'est que on est vraiment dans une optique de protéger la santé des enfants. La petite enfance, c'est une fenêtre de susceptibilité majeure, et on l'a vu dans le rapport des 1000 premiers jours. C'est vraiment une période où l'exposition aux substances toxiques est la plus dangereuse. Et cette période, elle peut avoir des effets, ou cette exposition peut avoir des effets sur l'augmentation du risque de troubles neurodéveloppementaux, par exemple, et il y en a d'autres. Donc finalement, préserver la santé des enfants dès leur plus jeune âge et leur proposer un milieu de vie sain, c'est préparer l'avenir et c'est faire en sorte que par la limitation aux toxiques à la très jeune enfance, on puisse proposer, permettre aux adultes futurs déjà de s'appuyer sur une bonne base de départ. La troisième raison, c'est vraiment, derrière le projet, c'est de diminuer les impacts sur l'environnement. Un lieu de vie collectif qui accueille des très jeunes enfants, de par son activité, de par ses pratiques, va avoir un effet sur l'environnement. Donc, par exemple, si on prend le sujet des couches, eh bien, l'utilisation de couches entre la naissance d'un enfant et le moment où l'enfant va arrêter les couches, donc on va dire vers à peu près 2 ans et demi, ça veut dire 1 tonne de déchets par enfant. Voilà, donc ça c'est un exemple, il y a d'autres leviers possibles, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir agir sur ces sujets pour réduire cet impact-là. Le quatrième point, c'est vraiment de redonner de l'attractivité au métier. On sait que d'ici à 2030, il va y avoir 10 000 postes à pourvoir. Il y a actuellement dans certaines régions une pénurie de professionnels de la petite enfance. Et donc, il y a un fort enjeu de savoir attirer des professionnels, voire leur donner envie de rester dans les structures une fois qu'elles y sont ou qu'ils y sont. Et donc, sur ce sujet-là, ça nous semble vraiment essentiel de travailler sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail pour pouvoir mettre en place une dynamique commune de changement participatif où chaque personne a une voix, une action, et où, de ce fait, on redonne du sens aux pratiques au quotidien. La cinquième et dernière raison de cette démarche qualité, c'est vraiment de pouvoir participer activement au service public de la petite enfance. Donc depuis 2025, vous le savez, depuis le début de l'année, on est en mise en place du SPPE et du référentiel qualité. La démarche La Belle Vie, elle est vraiment en cohérence complète avec les exigences d'un référentiel qualité et on a même contribué sur certains sujets
à des items qui font partie de ce référentiel. Alors, pour vous donner quelques exemples, si on regarde ce qu'il y a donc dans le pré-référentiel qualité, on voit par exemple sur l'alimentation. Nous, on a très fortement incité à ce que sur le sujet de l'alimentation, on ait une vaisselle de qualité pour éviter l'exposition aux toxiques, encore une fois, donc plutôt en verre, en inox ou en porcelaine, et puis pouvoir renouveler les éléments plastiques dès que c'est possible. Sur la variété et la qualité environnementale, on va proposer de l'éveil à la variété environnementale et à la végétalisation. Donc là, on parle à la fois des espaces extérieurs de structure, comment on les organise, comment on s'assure justement qu'il y ait cette variété à l'intérieur du jardin, mais aussi au niveau des activités. Donc par exemple, lors d'ateliers créatifs, s'assurer que les enfants manipulent des éléments naturels. La démarche qualité, elle s'inscrit aussi dans les objectifs globaux de la transition écologique et elle favorise la santé globale. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver justement dans ces exigences-là. Évidemment, on pousse très fortement les mesures en fait amont qu'on peut prendre, par exemple, pour se protéger de la chaleur. Donc, quels gestes rafraîchissants on peut faire, quel type d'ombrage on peut mettre en place. Au niveau de l'entretien des locaux, on va chercher des produits d'entretien plus sains, plus respectueux de l'environnement. Et puis sur le change, on va vraiment privilégier l'eau et le savon simple pour minimiser justement le nombre de molécules chimiques qui entourent le très jeune enfant. Merci beaucoup, Isabelle, si c'est bon pour toi. Et Ouais. maintenant, on a une question pour vous. Donc, dans vos structures, à vous, actuellement, quels sont vos enjeux? Donc, on a préparé un petit quiz. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on va vous inviter à répondre donc, dans le chat. Donc, en moyenne, dans une crèche de 40 enfants, combien de pulvérisation de produits y a-t-il chaque jour? Donc, première réponse, 40. Deuxième proposition, 120. Et troisième proposition, 360. Donc, je vous invite à répondre dans le chat. Donc, en moyenne, dans une crèche de 40 enfants, combien de pulvérisation de produits y a-t-il chaque jour? Alors, on a beaucoup de 360, 120, 360, 120, 360. Beaucoup pour la troisième réponse. J'attends encore un petit peu qui est 120. On est entre un 50-50, 120, 360. 360, 360. Bon, après, j'imagine que du coup, il faut répondre en fonction de ce que vous pensez. On n'est pas le droit de tricher et de copier vos voisins dans le chat. 120, 120. D'accord, très bien. Bah, du coup, Isabelle, je te laisse répondre si ça te va à cette question. Hop. Ouais, merci. Merci d'afficher aussi la réponse. C'est effectivement 360. Alors, oui, il y a beaucoup de pulvérisation de produits dans une crèche. Il y a aussi beaucoup de produits différents. Donc, attention à la multiplicité de produits et donc de l'effet cocktail. On appelle cet effet l'effet cocktail, le fait d'exposer en fait à la fois les professionnels et les enfants à une grande variété de molécules différentes qui sont testées parfois indépendamment, mais pas forcément justement en effet cocktail sur la santé. Donc, par prudence, on va chercher à réduire le nombre de produits et évidemment à bien scruter leur composition. Pour nous, alors même si c'est une donnée qui a l'air un peu inquiétante, encore une fois, c'est un levier, c'est une possibilité, c'est un sujet à faire évoluer. Donc voilà, on le voit comme un sujet de concernement que les équipes peuvent travailler. Super. Alors, donc, deuxième question pour ce quiz, pour continuer dans cette bonne lancée. Donc, la question est, donc, quelle est la part de nature dans vos espaces?
Alors, donc, réponse 1, pas de nature ou très peu. Réponse 2, de la nature parsemée, comme vous pouvez voir un petit peu sur la diapo. Et réponse 3, de la nature essentiellement. Là, on est vraiment sur un vrai jardin plein de nature. Alors, comme ça, on en découvre un peu plus avec Isabelle sur vos structures. Alors, eh ben, il y a pas mal de nature essentiellement. Il y a aussi pas de nature ou très peu. Alors, c'est très varié. Il y a aussi de la nature parsemée. Donc, je vois qu'on a vraiment tout type de structure. On a de la nature essentiellement dans notre jardin. Ok, super. On a vraiment, je vois à ce niveau-là beaucoup de différentes réponses. Pas de nature ou très peu. De la nature parsemée. On va chercher la nature à l'extérieur. C'est très bien aussi. C'est très bien aussi de sortir de sa structure, d'aller voir ce qui se passe aussi à l'extérieur. Super. Alors du coup, par rapport à ça, Isabelle, hop, Oui, je te laisse, oui. oui, merci. En fait, bon, une crèche, effectivement, nous, dans les crèches du réseau, on peut avoir des crèches qui sont en milieu urbain, avec des espaces très contraints, voire pas d'espace. On a des crèches qui ont un peu plus de place avec des espaces extérieurs, végétalisés ou non. En tout cas, nous, ce qui nous semble vraiment important, c'est de travailler la reconnexion à la nature. Donc, qu'on n'ait pas de nature ou très peu de nature, ou qu'on ait un grand espace extérieur, on va chercher à multiplier les expériences de nature. Alors, ça peut se faire, comme certains d'entre vous le disaient là, en allant à l'extérieur, mais ça peut aussi être en ramenant la nature à l'intérieur de la structure, via les activités, par exemple. La nature offre vraiment des expériences sensorielles intéressantes et qui permettent à l'enfant de grandir, de découvrir, qui stimulent le développement de l'enfant, qui apaisent et qui calment aussi. On a des retours de professionnels qui nous disent que lorsque il y a beaucoup de temps passé au dehors, les conflits sont minimisés, évidemment le bruit est moins aigu qu'en milieu fermé. Et donc il y a une incidence aussi sur le niveau de stress, à la fois des enfants mais aussi des professionnels. Donc de façon globale, nous, on sait que l'exposition à la nature préserve la santé. Donc ça nous semble vraiment un sujet intéressant à creuser. Super. On termine avec une dernière question. Merci beaucoup Isabelle. Et donc la dernière question, c'est quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés au quotidien? Donc là, on a mis plusieurs réponses. Est-ce que c'est plus développer les compétences de l'équipe sur les pratiques éco-responsables? Motiver, fédérer, souder l'équipe? Ou alors faire des économies sur l'énergie et les consommables? Réduire les toxiques et les perturbateurs endocriniens? Baisser le turnover de l'équipe et diminuer les absences des pros ou autres, et vous pouvez le mentionner dans le chat. Voilà, donc quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés en ce moment, au quotidien, vous avez pu être confrontés? Alors, il y a pas mal de voilà, développer les compétences, motiver, fédérer, baisser le turnover. Je lis en même temps dans le chat, donc réduire les toxiques perturbateurs endocriniens. Il y a même 1, 2, 3, 4, 5, il y a même toutes les réponses au niveau des enjeux. Ça fait en effet beaucoup d'enjeux. 1, 2, 3, 4, donc faire des économies d'énergie et de consommables. Ok, super. Ça fait... Ok, voilà, Isabelle, je te laisse rebondir. Oui. Alors, vous voyez, les enjeux que vous rencontrez, en fait, ils peuvent trouver une réponse dans la démarche Label Vie. Ça permet justement globalement de répondre à des envies de faire monter en compétence les équipes, pour les fédérer, les outiller, les engager dans la transition écologique. Pouvoir également leur proposer un lieu de vie plus sain, ainsi qu'aux enfants, évidemment.
Il va y avoir l'effet de la réduction des consommations d'énergie et d'eau, et puis de façon globale de tous les consommables qu'on peut trouver dans la crèche. Et puis, il va y avoir aussi des effets sur le nombre d'absences des professionnels, et je vous en reparlerai juste après, pardon. Alors, qu'est-ce que l'on propose concrètement chez La Belle Vie? C'est vraiment un projet durable de la démarche, c'est une démarche qualité avec une labellisation à la clé écolo-crèche ou éco-accueil relais pour les relais petite enfance. Et ce que vous voyez là, c'est une représentation du développement durable, hein, la représentation en fait d'équilibre entre la sphère de l'environnement, de la société et la sphère financière. Mais si le développement est durable si ces trois sphères sont en équilibre, mais quand on parle d'une crèche, on peut dire que, par exemple, sur l'environnement, on va renforcer le lien avec la nature, on va végétaliser les espaces. Sur la sphère économique, on va baisser les dépenses et puis on va avoir un levier sur la réduction de la consommation d'eau et d'énergie via la sensibilisation et via les éco-gestes que les professionnels vont mettre en place. Et au niveau social, on va travailler sur la notion de santé environnementale, donc avec une vision très transversale et très complète, c'est-à-dire à la fois santé environnementale physique, mais aussi mentale hein, dans le quotidien. Et puis, la possibilité toujours de fédérer les équipes, donc travailler sur un projet commun ensemble. Et donc, l'équilibre de ces trois sujets fait vous mettre en place une démarche qualité efficace qui va avoir des effets positifs. Voilà, donc ici, je vous propose de découvrir vraiment ce que fait l'association La Belle Vie. Donc, La Belle Vie est une association de loi 1901 hein, qui existe depuis un peu plus de 15 ans, où l'on trouve également un organisme de formation certifié Calliope. Et les 4 missions de La Belle Vie, ça va être d'accompagner au changement concret. De par notre organisation, on est aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine de personnes, on va sensibiliser, former et outiller les professionnels de l'enfance et de la petite enfance pour faciliter le passage à l'action, le passage à l'acte et faire en sorte que de nouvelles pratiques se mettent en place et soient vraiment pérennes dans la structure. Donc l'accompagnement, il passe par de la formation, mais aussi du conseil au niveau des gestionnaires. Par exemple, j'en reparlerai juste après, mais lorsqu'il y a des rénovations ou des créations de nouvelles crèches, on peut également accompagner ça. Le réseau La Belle Vie, il donne envie d'agir, c'est-à-dire c'est les un peu plus de 1200 établissements engagés aujourd'hui qui va permettre d'avancer ensemble et de pouvoir montrer qu'on a une action commune, nationale, et qu'on peut partager des pratiques ensemble et s'enrichir les uns les autres. Florence, je veux bien que tu reviennes juste sur le slide d'avant. Merci. Ce qu'on va faire aussi au niveau du réseau, c'est qu'on va mesurer les effets, on va mesurer les impacts sur les économies, sur la qualité de vie, sur la part de produits naturels, voire bio, voilà, qui sont utilisés, proposés. Donc ça, c'est vraiment mesurer les effets et apporter la preuve. Et puis enfin, on fait évoluer les normes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est reconnu par la CNAF. On participe régulièrement à des échanges sur, par exemple, le référentiel qualité, mais aussi sur d'autres choses. Hein. On a également participé à la rédaction de la charte d'accueil du jeune enfant. Donc voilà, on est vraiment considéré à un niveau national par toute notre action. On peut avancer, Florence, sur le réseau. Donc voilà, on vous affiche ici le réseau auquel vous pourrez avoir accès. On vous enverra cette présentation. Donc il y a quelques structures engagées dans le 62. Ça nous laisse encore de la marge pour vraiment constituer un réseau territorial encore plus dynamique. Alors, les impacts de la démarche, on les retrouve sur 3 sujets. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc, écologique, avec la réduction d'eau et d'électricité.
Au niveau de la santé, une très large part de crèches utilisent des produits éco-responsables dans l'entretien des locaux. Au niveau social, on note une baisse des absences des professionnels de l'ordre de 34% et puis de 68% pour les enfants. Et la démarche, elle est aussi génératrice d'économie puisqu'on va se placer dans une logique de moindre consommation et d'éco-gestes qui va générer entre 3 500 et 12 000 euros d'économie par an. Alors, parlons du passage à l'action. On vous propose un passage à l'action autour de 17 thématiques qui sont vraiment des thématiques liées au fonctionnement des structures, que ce soit les activités avec les enfants, l'accueil des familles, la façon dont on gère les énergies et l'eau. Dans une logique de labellisation, vous devez choisir un minimum de 3 sujets, mais évidemment, les équipes travaillent souvent sur des sujets connexes, donc on retrouve des actions sur d'autres sphères que celles qui sont choisies au départ. La façon dont on accompagne les équipes, elle s'articule comme ça. Donc, il y a au début du projet, donc au démarrage du projet, on va former les directeurs et directrices de structure sur une formation qui s'appelle S'engager dans la démarche, qui permet en fait à la direction de s'engager, de s'emparer de la dynamique de la démarche pour la mettre en place dans l'équipe et convenir d'un plan d'action sur lequel vous êtes complètement aux manettes, c'est-à-dire qu'on ne vous impose pas de sujet ni de niveau à atteindre. Vous avez un outil de diagnostic pour faire un état des lieux et donc vous posez votre plan d'action. On propose par la suite des formations spécifiques pour les membres de l'équipe qui sont liées aux différents sujets que je vous ai présentés juste avant. Donc ça peut être l'alimentation, l'entretien des locaux, les activités avec les enfants. Vous choisissez les formations qui vont aider l'équipe. Et en fin de parcours, vous, au niveau de la direction, les directeurs, directrices font une formation qui s'appelle Préparer sa labellisation, refont le diagnostic pour évaluer ce qui a bougé et présentent le dossier de labellisation au comité de labellisation Label Vie. Ces parcours, on les monte en général sur 2 ans. Et en tout cas, les structures doivent déposer leur dossier de labellisation dans un maximum de 3 années à partir du démarrage. Voilà, et on audite 30% des structures qui s'engagent et 30% des structures qui se labellisent. C'est vraiment notre point de contrôle qualité. Voilà, alors le catalogue de formation, il comprend vraiment un grand nombre de sujets qui concernent les professionnels. On peut faire les formations en présentiel ou à distance. On est vraiment dans une technique de formation en pédagogie active, donc avec de nombreux échanges pendant la formation et voilà, de quoi faire évoluer les pratiques dans l'équipe. Mais également à disposition une plateforme de suivi pour que vous puissiez, tout au long du projet, piloter le projet, avoir vos outils à un endroit, les résultats du diagnostic toujours accessibles. Là, ce que vous voyez, le camembert vert, typiquement, c'est les résultats de l'analyse d'un certain sujet où on note l'impact environnemental et social du rouge, très impactant, au vert foncé, très peu impactant sur l'environnement. Voilà, donc tous les outils sont regroupés sur un seul et même endroit. Pour aider en fait à l'amélioration de la qualité des bâtiments, on a mis en place des modules de conseil qu'on active vraiment de façon ad hoc, donc sur mesure, en fonction des travaux et des projets que vous avez, pour pouvoir améliorer la qualité des bâtiments, que ce soit en création, quand on crée vraiment une structure avec une construction complète, ou les travaux, ou en cas de travaux de rénovation ou de mise aux normes, par exemple pour le référentiel Norma, et Madame de Sailly vous en parlera juste après, ces accompagnements peuvent vous permettre de faire appel au fonds de modernisation.
Voilà, alors bien avoir en tête que la démarche La Belle Vie, une grande originalité de la démarche, c'est le réseau, c'est le pouvoir du collectif. Et donc, on met à disposition des lettres d'information, des webinaires hebdomadaires où on va faire de l'échange de pratiques sur des thématiques liées à la démarche. On va également proposer des rencontres désengagées sur les territoires. Donc, on va animer des échanges sur les territoires. Et puis, évidemment, il y a des ressources en ligne via les réseaux sociaux, etc., pour continuer à échanger et se renseigner sur ce qui se passe chez La Belle Vie. Voilà, alors, on tenait vraiment à vous partager le retour d'une structure qui est engagée chez nous, qui est une structure de la ville de Courbevoie. Et on vous propose d'écouter maintenant donc ce témoignage et puis on vous retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Sandrine Mélage, je suis directrice de la crèche Vato, qui est un multi-accueil à Courbevoie, donc 92, qui accueille 63 enfants. Donc nous sommes labellisés depuis 2019, nous sommes entrés dans la démarche en 2018. Alors pour l'alimentation, dans notre crèche, nous proposons notamment un menu végétarien par semaine. Nous avons supprimé totalement les bouteilles d'eau pour la confection des biberons. Nous proposons également 40% de produits bio selon les calculs de la loi Egalim, avec notamment tous les laitages bio, beaucoup de légumes et de fruits quotidiens qui sont bio. Donc nous avons changé toute notre vaisselle ces dernières années pour supprimer le plastique et pouvoir proposer des contenants en verre ou en inox pour les enfants. Et contre toute attente, il n'y a pas plus de problèmes de casse, donc nous sommes très contents de ce changement. Au niveau du bâtiment, lors d'un conseil de crèche, des parents nous ont suggéré l'idée de faire poser des arceaux de vélo. On est dans un quartier urbain, mais pour favoriser la mobilité douce, la ville a fait poser 10 arceaux qui sont désormais très utilisés par les familles, mais aussi par les professionnels. Pour limiter la consommation d'eau dans la crèche, nous avons fait fabriquer par les ateliers de la ville des casiers en bois dans lesquels nous mettons des paires de surchaussures qui sont utilisées par les familles et que nous lavons de façon hebdomadaire. Nous sommes passés de cette façon de 3 machines par jour à 2 machines par semaine. Nous avons fait poser des mousseurs et des robinets à pédales sur la plupart de nos lave-mains. Et nous avons placé dans les chasses d'eau des toilettes adultes des bouteilles d'eau de manière à diminuer d'1,5 litre voire de 2 litres la contenance de ces chasses d'eau. Pour l'entretien au sein de la crèche, le choix a été fait de passer aux produits ou au nettoyage 100% naturel. Donc nous fabriquons notre lessive à partir de copeaux de savon de Marseille. Nous nettoyons les surfaces type table pour les repas ou plan de change avec du carbonate et du vinaigre. On a fait le choix de remplacer au maximum le linge en place par du linge en coton bio et notamment de transformer nos serviettes de toilette en petits langes, en carrés de lange en coton bio, beaucoup plus petits, plus légers pour les professionnels à porter, plus faciles à laver avec moins de temps de séchage. Alors les activités et les jeux à la crèche Vato sont déclinés à partir d'éléments naturels pour la manipulation, le transvasement par exemple, de feuilles, de marrons selon la saison, mais aussi la peinture au glaçon avec les enfants ou la manipulation d'agar-agar. Donc on prépare et qu'on met dans des petites barquettes recyclées pour permettre de la manipulation et des nouvelles découvertes sensorielles aux enfants. Nous travaillons aussi à la fabrication de jeux à partir d'éléments de récupération, donc des petits hochets, des flacons sensoriels, mais aussi beaucoup de décorations. Donc nous avons par exemple récemment animé une semaine de l'hiver autour du thème de l'Arctique et nous avons fait des méduses géantes au plafond avec des bouteilles découpées, du papier récupéré, des papiers bulles, etc. Alors le jardin et la biodiversité dans un milieu urbain comme le nôtre, il faut être un petit peu inventif. Donc ce qu'on a créé à la crèche Vato, d'abord dans la grande cour à l'arrière de la crèche, nous avons fait poser des bacs pour pouvoir faire du jardinage avec les enfants. Nous avons mis aussi à l'avant de notre crèche un jardin sensoriel en fait, avec des plantes aromatiques et les parents sont invités à se servir. Donc au printemps, on voit reverdir le basilic, le persil, etc. Lorsque nous sommes engagés dans la démarche sur le plan de la santé et du bien-être, on nous avait parlé effectivement du fait que les produits pulvérisés étaient toxiques pour les enfants, etc. Et que donc on pouvait observer notoirement une diminution des problèmes, notamment respiratoires des enfants. Et j'ai voulu le vérifier moi-même en faisant des statistiques sur 4 années.
Et on a vu que les épidémies de bronchiolite, en tout cas dans la structure, étaient divisées par 4. Il n'y a plus qu'un seul épisode de bronchiolite dans l'année où on s'est engagé dans la démarche. Donc pour les enfants, on s'est vraiment rendu compte qu'au niveau de la qualité de l'air intérieur et de ce qu'ils pouvaient respirer, il y avait des choses beaucoup moins irritantes en tout cas qui étaient proposées. Alors le réseau La Belle Vie nous permet de rester connectés aux autres structures de la France entière qui sont dans la même démarche que nous. Ça nous permet d'avoir une fenêtre un petit peu plus large que celle uniquement de la ville sur ces pratiques. Ça nous donne des idées, des moyens d'échange aussi, puisqu'on participe aux appels du réseau. Il y a des journées d'échange régionales, des formations aussi qui parfois se passent un petit peu plus loin que notre région et qui nous permettent de faire de belles rencontres. Et ça nous permet vraiment de conserver la motivation et de rester connectés à ces pratiques de manière permanente et beaucoup plus active. Je repartage. Ouais, merci Florence. Alors, vous voyez, la démarche telle qu'elle a été mise en place dans cette crèche, elle a vraiment été très transversale. L'idée, c'était d'améliorer le fonctionnement sur des sujets que l'équipe avait choisis. Donc, on l'entend parler de l'amélioration de la qualité de l'air en limitant la présence du plastique, en adoptant des produits plus naturels, en déployant aussi beaucoup d'activités à l'extérieur, type jardinage, manipulation, etc. Donc, une volonté de reconnecter les enfants à la nature. Et puis aussi, elles ont vraiment souhaité faire de la récupération d'objets, donc favoriser l'économie circulaire, la mobilité douce aussi, et puis bien embarquer les familles dans le projet, les faire participer, les faire bénéficier en fait de tout ce fonctionnement. Donc voilà, démarche assez transversale de ce côté-ci. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'apporte la démarche? C'est un outil pour transformer les pratiques, un indicateur de conformité en lien avec les réglementations, parce que vous allez retrouver dans l'outil de diagnostic le moyen en fait, de voir si vous respectez bien la réglementation, un gage de qualité et de reconnaissance, puisque c'est un label qui est vraiment reconnu par les institutions et puis qui est connu aussi des familles et voilà, plus largement. Une mise en réseau avec des pairs, avec des professionnels engagés, voilà, qui veulent aussi faire bouger les lignes. Une notion de bien-être au travail qui est très renforcée, et puis un projet qui fédère les équipes. Alors, je vais passer la parole à Madame De Sailly pour la partie sur les financements. Je pense qu'il faut que vous activiez votre micro, Madame De Sailly. Le micro est coupé. Et voilà. C'est bon, on vous entend. Voilà, c'est Super. ça. La manip était à votre niveau. Donc, je vous remercie, Madame Lambert. Donc, pour les structures, le FPT, c'est un dispositif qui vous a été présenté il y a quelques mois. Là, l'idée, c'est effectivement de revenir sur le FPT, mais par rapport à l'action donc présentée aujourd'hui et de vous indiquer de quelle manière donc le projet pourrait être accompagné. Donc, je le rappelle, le FPT donc pourrait être mobilisé pour financer donc l'amorçage d'initiatives. Donc, il n'a pas vocation donc à accompagner durablement donc les pratiques, donc ce qui veut dire que la CAF donc potentiellement pourrait accompagner une nouvelle démarche, c'est-à-dire vous êtes en période effectivement d'obtention du label, donc lors d'une première demande, mais également donc au niveau d'une demande de renouvellement. Puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir donc maintenir une certaine dynamique. Mais vous l'avez vu dans la présentation de la vidéo, il y a des personnes qui sont engagées depuis donc un certain temps. L'idée de la CAF, c'est effectivement de ne pas soutenir donc de manière pérenne l'obtention de ce label, mais c'est bien d'amorcer de nouvelles pratiques et de vous accompagner dans cette démarche. Donc, cela permettra, non, si vous pouvez revenir à celle d'avant, voilà, merci. Donc du coup, les dépenses qui seraient éligibles, c'est effectivement
les dépenses liées à l'obtention de ce label. Comme les règles du FPT, donc on pourrait aller, et je dis bien on pourrait aller, ce n'est pas du systématique, vous le savez déjà, jusqu'à 80% du coût de fonctionnement donc, de la prestation donc, octroyée. Vous pouvez passer à la suivante. Donc, au niveau de la CAF du Pas-de-Calais, vous le savez, Fonds public et territoire donc, suppose de répondre effectivement à un appel à projet. Donc, pour répondre à cet appel à projet, donc, vous devez en amont donc, solliciter mes collègues de territoire et notamment les chargés d'accompagnement territoriaux pour leur présenter donc, votre démarche. Suite à cet échange, mes collègues pourront vous dire si effectivement c'est un projet qui peut être accompagné et de ce fait, si tel est le cas, vous allez répondre à l'appel à projet qui est mis en ligne donc au niveau de la CAF, donc, qui devrait mettre en ligne donc, tous les débuts d'année scolaire, donc, notamment au mois de septembre, donc mise en ligne donc, de l'appel à projet pour lequel donc, vous auriez donc, jusqu'à minimum mi-décembre pour y répondre. La CAF, elle, étudiera vos demandes sur le premier trimestre de l'année suivante avec un passage, vous le savez chez nous, donc en commission donc de nos administrateurs, donc qui est généralement donc prévu fin mars, voire début avril de chaque année. Donc ça, c'était pour la partie fonctionnement et la démarche. Donc, Madame Lambert a évoqué tout à l'heure également que cette démarche pouvait également s'accompagner donc d'adaptation au niveau effectivement des locaux et notamment des extérieurs. Donc, dans ce cadre-là, vous pouvez mobiliser donc le fonds de modernisation que certains d'entre vous connaissent et ont déjà mobilisé. Et dans ce cadre-là, au regard de ce qu'on a entendu aujourd'hui, donc l'idée effectivement, c'est l'adaptation donc de l'équipement aux enjeux de la transition écologique. J'en profite pour dire que je sais bien que il peut y avoir des périodes pour lesquelles la chaleur peut être difficilement soutenable dans une structure. On n'accompagnera pas les projets avec des climatisations, la mise en place de clim dans les établissements, parce que les effets ne sont pas forcément bénéfiques. Donc, par contre, on accompagnera effectivement toutes les démarches qui permettront de réduire la chaleur donc, dans le bâtiment via une isolation ou alors la mise en place effectivement d'arbres extérieurs, de végétaliser en fait les extérieurs. Les dépenses éligibles, donc c'est tout ce qui relève effectivement de la notion d'investissement, mais dans les projets qui nous intéressent particulièrement, ça va être particulièrement l'aménagement intérieur, les équipements simples et particuliers, donc, et les honoraires, le cas échéant, effectivement, des spécialistes dans le domaine. J'insiste sur le fait que le FME, aujourd'hui, devant répondre effectivement à des enjeux de transition écologique, tout ce qui va être effectivement qui pourrait vous sembler, vous, sécuriser les enfants, mais qui irait effectivement à l'encontre de ces objectifs, ne serait pas pris en compte, tels que, par exemple, tous les revêtements qu'on voit extérieurs pour sécuriser donc, les espaces, donc, au détriment de l'espace vert, par exemple. Donc, le montant de la subvention, donc, elle est plafonnée donc, à 80% donc, du coût des travaux. Et donc, le FME, vous le savez, traditionnellement, c'est 4 800 € par place. Mais quand vous êtes dans une démarche effectivement donc, de développement durable avec l'obtention du label, ce montant est porté à 6 800 € par place. Au niveau de la procédure, là, on n'est pas sur un appel à projet qui est fixé à une date précise. Là, il vous suffit de contacter, donc, encore une fois, mes collègues de territoire, et en l'occurrence le CAT, qui va vous remettre donc, le lien petite enfance si votre projet effectivement est éligible au FME. Et là, le traitement donc, des dossiers se fait au fil de l'eau et généralement effectivement entre le mois de mai et le mois de novembre de chaque année.
Merci Madame de Sailly. Je reprends la main pour vous apporter d'autres informations sur d'autres sources de financement possibles au montage de projets. La MSA a un programme qui s'appelle Grandir en milieu rural, dans lequel en fait la MSA peut soutenir des démarches de ce type, hein, de formation des équipes. Globalement, ce sont des financements qui permettent d'améliorer la qualité de l'accueil et de services aux familles. Il y a également des fonds européens leaders qui sont potentiellement activables et je sais qu'il y a plusieurs communautés de communes sur votre département qui sont déjà engagées dans des financements européens leaders. Je pourrais vous en reparler individuellement si on se reparle individuellement par la suite. Il y a également l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique, et qui peut aider ponctuellement au financement de projets de transition écologique. Et puis finalement, pour les structures privées, donc associatives par exemple, les formations Label Vie peuvent être mises au plan de formation des salariés ou alors bénéficier de financements spécifiques sur la transition écologique, comme c'est le cas actuellement chez Uniformation. Super, merci beaucoup Isabelle. Est-ce que je peux passer à la suite? C'est bon Oui, pour toi sur tout à fait. ce sujet? Super. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et donc, comme on avait évoqué en début de ce webinaire, maintenant, on va avoir un petit temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat et Isabelle pourra répondre. Donc, j'ai quelques questions, Isabelle. Donc, quel est votre avis sur le vinaigre blanc et le bicarbonate? Oui. Alors, on a vraiment pour habitude chez La Belle Vie de vous faire des réponses qui s'appuient sur quel usage, de quel usage on parle, à quelle fréquence, pour finalement, quelle fin, quel objectif. Donc, le type d'accompagnement qu'on propose, justement, c'est de remettre en perspective les pratiques que vous avez à l'instant T et de voir ensemble si l'utilisation de produits naturels comme le vinaigre blanc, par exemple, correspond bien à ce que vous voulez faire sur certaines surfaces et donc à bien vous accompagner pour atterrir en fait à un protocole d'entretien des locaux, d'entretien de la salle de change, des tables des repas, etc. Et donc de vous sensibiliser à la fois aux avantages santé environnementale que chacun a, mais aussi aux précautions qu'il faut prendre. Et là, je pense que dans l'idée, c'est de préparer un produit fait maison. Donc voilà, c'est vraiment de voir avec vous comment vous préparez, où vous l'utilisez, comment, et de bien décortiquer ça. Donc, je n'ai pas d'avis à proprement parler sur le vinaigre blanc, mais ce que fait l'équipe, c'est vraiment de vous transmettre les informations en fonction de ce que vous voulez faire et de comment vous voulez nettoyer ou désinfecter. Super, merci beaucoup Isabelle. Une autre question de Sandrine Delva. Donc, faites-vous des formations de sensibilisation aussi bien pour les membres de l'équipe que pour les élus? Oui, alors il y a plusieurs choses. Je peux tout à fait intervenir en présentation de la démarche Label Vie à des élus pour justement les embarquer dans le projet, etc. Ça, c'est tout à fait possible et vous allez avoir mon contact, donc vous me contactez et on cale des dates. Si c'est vraiment de la formation des professionnels, évidemment, c'est possible aussi. Et je crois qu'à un autre endroit du chat, on nous demandait si ça peut être fait hors démarche. Oui, ça peut tout à fait être fait hors démarche, c'est-à-dire nous actionner sur des sujets de formation qui vous intéressent et sur lesquels on va venir former l'équipe. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à l'issue de la réunion qu'on a eue là, on se recontacte, vous m'envoyez un petit mail, on prendra un temps en face à face, en visio, individuel, et je pourrais vraiment vous faire une proposition sur ce qui convient le mieux par rapport à vos attentes. Voilà. Super. Donc, du coup, il y avait une autre question. La labellisation éco-accueil pour les relais petite enfance est-elle éligible au financement CAF? Alors ça, c'est peut-être plus une question pour Madame de Sailly. Si vous voulez répondre, Madame de Sailly.
Alors, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, hein, c'est les dispositions qui ont été prises relatives aux établissements d'accueil du jeune enfant, donc les crèches et notamment PSU. Pour les relais petite enfance, nous ne nous sommes pas positionnés, en tout cas, nous n'avons pas arbitré cette question à ce jour. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question, peut-on envisager de mettre un composteur et un récupérateur d'eau de pluie dans le jardin de la structure? Oui, alors ça, il y a plusieurs structures du réseau qui le font, effectivement. Encore une fois, être accompagné par nous sur ces questions-là, aménagement du jardin plus écologique, ça vous permet de bien comprendre, les précautions à prendre, les avantages et de savoir voilà et savoir faire un choix en conscience. Donc c'est possible, mais voilà, toujours faut-il, bien le penser et le réfléchir avant de l'installer. Merci Isabelle. Et une dernière question, donc quelles conditions pour obtenir le label? Car nous rendons Oui, compte, alors oui, oui, oui. Alors, il n'y a pas de prérequis pour, rentrer dans la démarche Label Vie. La démarche Label Vie, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. Donc on va aller, valoriser ce qui est fait à l'instant T, au moment de l'engagement, hein, notamment via le premier diagnostic. Mais aussi, on va vraiment, le comité va évaluer, les progrès que vous allez faire, à peu près en 2 ans, hein, ce que je vous disais, en 2 ans, au maximum 3 ans. Et donc, même si vous faites déjà des choses qui vont dans le bon sens, on va vous amener à aller encore plus loin, à travailler sur des sujets que vous n'avez pas encore travaillé. Mais évidemment, on partira toujours de ce que vous avez déjà fait, donc on valorisera aussi ce que vous avez déjà fait. super, bah merci beaucoup. Alors, du coup, j'ai peut-être Isabelle, on va remettre du coup ton contact, on va le remettre plusieurs fois dans la conversation, mais on va devoir aller vers la fin de ce webinaire. Donc, merci pour ce temps de questions-réponses. Et avant de clôturer cet événement, je voulais vous parler donc d'un guide que Labelli, donc notre structure, vient de sortir. Donc, c'est une nouveauté qui s'appelle donc Comment bien choisir ses végétaux et concevoir ses espaces verts. Dans ce guide qu'on propose, qui est gratuit, accessible à tous au format digital, vous pouvez télécharger le PDF. On va tout simplement donc vous dire quels sont les bienfaits concrets de la végétalisation, que ce soit sur la biodiversité, le climat, la santé et le développement des enfants. On va aussi vous donner des conseils pratiques pour sélectionner les végétaux les plus adaptés, puisque souvent, c'est vraiment ça la question qu'on a dans les structures. On va vous donner des recommandations spécifiques pour les lieux d'accueil accueillant des jeunes enfants. Et à l'intérieur aussi de ce guide, vous trouverez un tableau récapitulatif avec les plantes pour choisir voilà, les bonnes plantes et surtout en toute sécurité pour les enfants. Donc du coup, on va vous mettre dans le chat, hop, je vous le glisse, le lien, je le remettrai, on le remettra après aussi, mais voilà, si vous êtes intéressé pour télécharger ce guide, n'hésitez pas. Et puis, pour clôturer ce webinaire avec Isabelle, on vous envoie une dernière question. Donc après ce webinaire, quelle sera votre prochaine étape? Et donc la prochaine étape, est-ce que ce sera télécharger le guide, donc avec le lien qu'on vient de vous mettre, donc encore une fois, qui est gratuit, accessible à tous. Télécharger donc ce guide. Est-ce que ce sera donc susciter des discussions plus larges sur la qualité environnementale au sein de votre établissement? Est-ce que ce sera vous former peut-être ou bénéficier d'un conseil spécifique? Est-ce que ce sera aussi participer à une prochaine visio-découverte qu'on peut organiser? Ou voilà, je ne sais pas encore. Donc n'hésitez pas à vous donner un peu votre ressenti dans le chat par rapport à ce webinaire. En tout cas, j'espère que ce webinaire vous aura plu et merci beaucoup. Donc je vois qu'il y a pas mal de retours. Voilà, donc le lien pour le guide, je vous le remets une seconde fois. Hop, dans le chat pour le télécharger. Voilà. Et donc, du coup, je laisse pour clôturer ce webinaire la parole à Isabelle.
Oui, alors la prochaine étape, ça peut être aussi, maintenant que vous avez mon contact et que je suis vraiment le responsable territorial sur votre département, de m'envoyer donc un mail pour qu'on cale un rendez-vous ensemble pour que je comprenne bien vos enjeux et que je puisse vous proposer des actions qui vont vous faire avancer. Donc voilà, je suis à votre disposition pour rediscuter avec vous. Je vous invite aussi, on organise le 28 mai un webinaire sur comment renforcer l'attractivité de mon EAJE en améliorant la QVCT. C'est un webinaire que j'organise avec Pierre Moisset et il y aura également 2 responsables de crèche qui vont venir témoigner. Donc voilà, vous pouvez, Florence vous met le lien dans le chat pour vous inscrire. Vous pouvez utiliser le code LabelleVie 2025 si vous n'avez pas de compte Idealco. Donc voilà, je vous invite vraiment à participer. Ce sera intéressant, ça donne de la hauteur à la réflexion sur la qualité de vie au travail. Et encore une fois, voilà, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, n'hésitez pas à me solliciter pour un petit rendez-vous téléphonique pour que je vous apporte les dernières informations dont vous avez besoin et qu'on puisse réfléchir ensemble à la suite. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre participation active. Je suis à votre disposition et puis j'espère à très bientôt. Bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Isabelle et merci à Madame de Sailly aussi pour son intervention et l'organisation de ce webinaire. Bonne journée à tous. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.